Bonjour et bienvenue. Cette vidéo vous est présentée par Minutio. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'examen professionnel de rédacteur ou rédactrice principale de première classe qui s'est déroulé jeudi 26 septembre 2024. Nous allons corriger ensemble l'épreuve d'admissibilité qui consiste en un rapport avec proposition opérationnelle. Pour rappel, l'examen professionnel de rédacteur principal de première classe est un examen qui permet un avancement de grade. Il est ouvert aux rédacteurs qui sont au grade de rédacteur principal de deuxième classe au 6e échelon depuis au minimum 1 an et qui ont 3 ans d'expérience en catégorie B. Nous n'allons pas revoir ensemble toute la méthodologie du rapport puisqu'elle figure en filigrane dans la vidéo précédente qui est consacrée à l'examen professionnel de rédacteur principal deuxième classe, RP2. Donc si vous avez des questions, des besoins de revoir le déroulé pour répondre à l'épreuve de rapport, consultez notre vidéo sur notre chaîne YouTube. De correction de l'examen professionnel de rédacteur principal deuxième classe 2024. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, on analyse le sujet, on analyse ensuite la liste de documents, on exploite le dossier, puis on prépare notre plan détaillé, notre introduction et nos propositions opérationnelles. S'agissant du sujet, le sujet qui nous était donné était le suivant. Vous êtes rédacteur principal territorial de première classe au sein de la commune d'Admiville qui compte 10 000 habitants et dont la directrice générale des services, DGS, est déléguée à la protection des données. Suite aux différentes cyberattaques d'organismes publics particulièrement médiatisés, la DGS vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l'aide des documents joints, un rapport sur les enjeux de la cybersécurité pour les collectivités territoriales. Sur 10 points, c'est la première partie, que nous apporte cette première partie du sujet. Pas grand-chose à vrai dire. On se situe dans une commune de taille modeste, 10 000 habitants, et le destinataire du rapport sera Madame la directrice générale des services. Suite du sujet, dans un deuxième temps, elle vous demande d'établir un ensemble de propositions opérationnelles permettant à la collectivité de s'engager dans une démarche de prévention des risques de cyberattaque, également sur 10 points. Que pouvait-on analyser ou remarquer déjà à la lecture du sujet ? On comprend que c'est un sujet qui dépasse la seule approche informatique, puisque la directrice générale, le sujet, nous indique qu'il y a des enjeux liés à la cybersécurité, et c'est ce qui intéresse notre DGS dans la première partie. Donc on se doute que ce n'est pas uniquement une connaissance, une question informatique. On se doute aussi que c'est un sujet qui est dans l'air du temps. On pense au développement sur l'intelligence artificielle, au télétravail. Donc voilà ce qui justifie que ce sujet nous soit demandé. Regardons maintenant la liste de documents. On parcourt cette liste. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, il n'y a visiblement pas de documents légaux ou réglementaires. Pas de décret, de circulaire, il n'y a rien de très juridique à première vue. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous n'avez pas le sujet, vous le trouverez en téléchargement sur la page Facebook Ma Prépa FPT. Donc on s'intéresse aux documents complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut repérer? On a ce document 4, que faire en cas de cyberattaque, un extrait de cybermalveillance.gouv.fr. On comprend donc que ça va sûrement être des bonnes pratiques pour réagir une fois que la cyberattaque est là. Or, notre rapport, on nous demande plutôt de prévenir les cyberattaques. Ça va nous intéresser, mais on pense que c'est plutôt un document complémentaire. Et dans les documents illustratifs, on repère le dernier document, le document 9, qui est un témoignage, comment Angers a fait face à sa première cyberattaque. Donc là, on va sûrement avoir un retour d'expérience, donc un document très intéressant, mais illustratif. Pour identifier maintenant les documents pivots, on fait toujours nos mêmes méthodes et on peut repérer ainsi quelques documents qui sont probablement des documents pivots, notamment le document 1 qui s'intitule « Guide, obligation et responsabilité des collectivités », un document qui s'intitule « Guide »
est souvent un document pivot, d'autant plus qu'il provient d'un service de l'État, cybermalveillance.gouv.fr, qu'il est relativement récent, 2022, et qui fait 3 pages. Autre document probablement pivot, l'essentiel sur la cybersécurité, document 5, qui provient du Sénat. Les documents, les rapports, les guides qui proviennent du Sénat sont souvent des documents pivots. On se lance dans notre lecture survol des documents. Ensuite, on lit rapidement les documents pivots qu'on a identifiés en prenant des notes. Et une fois qu'on a toutes nos idées, on les rassemble dans un plan et on construit nos propositions. Alors quel peut être ce plan? On sait que pour l'épreuve de rapport de l'examen professionnel de rédacteur principal première classe, mais c'est la même chose pour le rédacteur principal deuxième classe et puis pour d'autres concours et examens, le plan nous est donné. Il y a 10 points sur une première partie qui doit être informative et 10 points sur la seconde partie qui sont les solutions. On a déjà un plan en 2 parties. Assez logiquement, en première partie, on pourra faire un état des lieux qu'on pourrait intituler « Des cyberattaques répandues et dommageables ». Et la deuxième partie, nos solutions, exemple, la protection efficace d'Admiville. Assez simplement, ai-je envie de dire, pas besoin de chercher un plan très original. Le grand A, l'exposition de toutes les collectivités. Il s'agira de montrer que les collectivités de taille modeste comme Admiville sont également exposées. Et B, les conséquences financières et juridiques d'une cyberattaque. Dans notre grand 2, on fera au grand A l'accompagnement de l'État. On va voir qu'il y a des aides techniques et financières. Et B, les bonnes pratiques de cybersécurité pour la ville. Alors, plus concrètement, dans le A, que va-t-on pouvoir mettre dans notre A sur les... C'est la question de la cybersécurité qui concerne de plus en plus toutes les collectivités. Voilà, on voit avec les documents, on va expliquer, on a des documents qui sont consacrés à ça, que la cybersécurité concerne notamment les petites villes. On avait le document 2, qui était très explicite, qui disait les petites communes mieux informées sur les cybermenaces, qui permettait de montrer que le sujet de la cybersécurité ne concernait pas uniquement les grandes structures, mais toute collectivité. Dans le A toujours, on pourra justifier le fait que la cybersécurité concerne toutes les communes, en évoquant la montée en puissance du télétravail, la dématérialisation de plus en plus de démarches de services publics, le renforcement de la législation sur la protection des données personnelles. Ça va d'autant plus intéresser notre DGS qu'elle est déléguée à la protection des données personnelles et que les collectivités ont donc besoin de se prémunir de ces attaques. Dans le B, on verra donc les conséquences d'une attaque éventuelle auxquelles peut être donc exposée une collectivité. Il y a d'abord des conséquences financières, avec l'indisponibilité des services, des coûts financiers de remise en service, de diagnostic, etc. Donc là, on a en plus des témoignages de collectivités qui vont nous apporter des éléments. Et ensuite, il y a une conséquence en termes de responsabilité. On avait à ce sujet le document 6, quelles sont les obligations et responsabilités des collectivités locales, notamment, qui nous rappelait les responsabilités de l'administration, responsabilités administratives, en cas de dommage, si les administrés voient une fuite de données et que la commune n'a pas mis en mesure les mesures de prévention nécessaires. Et on nous évoquait aussi dans ce document la responsabilité pénale, éventuellement, de l'élu. Il y a un délit de défaut finalement de sécurisation des données personnelles. Donc c'était des éléments qu'on pouvait remettre tout à fait dans notre première partie du rapport. Et on arrivait à la deuxième partie, les solutions. Dans le A, concernant on va dire les moyens qui peuvent être déployés, et en particulier l'accompagnement de l'État, il fallait parler de l'action de l'ANSSI, donc cette agence qui peut venir soutenir les collectivités, en montrant qu'il y avait à la fois des crédits spécifiques, que l'ANSSI peut débloquer pour se prémunir des attaques, mais aussi un soutien méthodologique. On pouvait évoquer la mutualisation au sein par exemple d'une intercommunalité, et puis le rôle de la plateforme cybermalveillance.fr pour les collectivités. Et dans le B, dans la construction pratique de notre politique de sécurité informatique, on pouvait proposer dans un premier temps, on va dire anticiper une éventuelle attaque, et dans un deuxième temps,
en cas d'attaque, une fois que l'attaque est survenue, que faire? Et là, on avait un document sur j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, c'était notre document complémentaire, que faire en cas de cyberattaque, qui pouvait nous dire comment réagir si jamais la cyberattaque survint, mais ce document, il faut évidemment le diffuser avant que la cyberattaque ne frappe éventuellement la collectivité. Et dans l'anticipation, dans la prévention de la cyberattaque, on avait plusieurs éléments dans le dossier qu'on pouvait développer. Je pense par exemple à la formation des agents, à des outils comme la charte informatique, le VPN, là, ce tunnel sécurisé, et puis surtout, c'était peut-être l'élément auquel il ne fallait pas passer à côté, le PRA et le PCA, c'est-à-dire le plan de reprise d'activité et le plan de continuité d'activité qui était notamment présenté dans le document 3. Voilà pour notre plan. Une fois qu'on a dit ça, quelle introduction on pouvait faire? Pour le contenu d'introduction, je vous renvoie à l'autre vidéo explicative. Rien de très particulier, de très spécifique sur ce rapport, simplement peut-être sur le sujet, la façon, vous savez que c'est important de justifier le sujet. On pouvait évoquer la transformation numérique des collectivités, on pouvait évoquer également l'importance de la cybersécurité, quelle que soit la taille de la collectivité, et enfin on pouvait évoquer la confiance que le public peut porter à la collectivité. On peut, entre guillemets, parler de responsabilité sociale ou politique, c'est-à-dire que les administrés confient des données à la collectivité. S'il y a une fuite et que la collectivité n'a pas mis en place les mesures nécessaires, forcément ça pourrait être reproché, sans même parler de questions juridiques, au plan moral ou politique, ça pourrait être reproché aux décideurs locaux, notamment aux élus. Voilà, j'espère que cette correction vous sera utile. Si vous avez des questions, des remarques ou des compléments, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Ma Prépa FPT.